Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme. Parce que ça faisait longtemps sur la chaîne qu'on n'avait pas parlé cyclisme. On avait juste fait une vidéo sur Froome. Il y avait eu depuis le mois de mars, on n'avait pas parlé énormément de cyclisme parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Il se passait pas grand-chose. Et puis, bon, voilà, avec la crise de la Covid-19. Et puis, la saison vient de reprendre. On fera un débrief de la Volta des Burgos, j'espère, demain. Mais il s'avère qu'il faut que je fasse les vidéos F1, F2, F3 demain également parce que la semaine prochaine je suis pas disponible, donc il faut que je fasse tout très rapidement demain soir, donc il va y avoir un gros travail pour moi, mais là on va faire le débrief des Strade Bianche, les routes blanches pour ceux qui ne connaîtraient pas, les chemins de terre, les chemins blancs, un petit peu ce gravier, ce calcaire. Voilà, pour moi c'est devenu un monument, hein. Alors je sais pour certains diront un monument en dessous de 200 km, c'est pas vraiment un monument, mais cette course-là est un monument parce que c'est un événement dans la saison cyclisme, parce que c'est une course complètement folle en termes de scénario comme tous les monuments, parce qu'il y a des coureurs qui veulent absolument la remporter, que voilà, s'il y a des coureurs que ça fait rêver, pour moi c'est tout ce qui réunit un monument. La course a été assez linéaire, on va dire, jusqu'à 50 bornes de l'arrivée, vu qu'on avait un seul coureur en échappée, c'était le Suisse Simon Pelot, qui était parti très tôt en début de journée, qui a fait une grande partie des premiers kilomètres en tête. Et puis à 50 km, déjà à 65 km de l'arrivée, on a une chute. On ne sait pas si Julien Alaphilippe était dedans. J'ai des doutes sur ça, mais il y a eu une petite chute. Et puis, il y a eu une attaque de Simon Clark. Puis un groupe qui est parti avec Bob Jungels. Également, il y avait 3 autres coureurs. Il y avait Burgart, voilà, qui était aussi dans ce groupe-là. Et puis, ça a été ensuite... à 50 bords de l'arrivée, Fulsang, Giffelforcing qui accélère, qui partent avec 5 hommes, Alberto Bettiol, Formolo, Van Avermaet, Schaarman, Wout van Aert. À ce moment-là, que ça soit Julien Alaphilippe ou Van Der Poel ont complètement explosé comme une grande partie du peloton. Stibar également, Gilbert, tous ces coureurs-là explosent. Et puis on a encore une section de secteur empierré qui continue. Greg Van Avermaet va lâcher assez vite le cours de la CCC. Puis on se retrouve avec tous ces hommes-là qui arrivent dans le dernier secteur, le secteur du Tolfay. C'est un secteur où vous arrivez en descente très technique, donc sur les routes blanches, et puis ensuite ça remonte très fortement, et là, Wout van Aert a fait parler ses qualités de cyclocrossman, il a fait la descente à fond, il est remonté très rapidement, et ce qui fait que ensuite vous avez Schaarman et Formolo qui attaquent, avec Bettiol, mais tout ça, c'est assez désordonné, c'est dans un second temps. Il va garder, pendant très longtemps, il y aura que 10 secondes entre le groupe Schaarman, Formolo et Wout van Aert, mais il va réussir à faire la différence, on va dire, à partir de 5 bornes de l'arrivée, et il finit seul, tranquillement, devant Formolo et Schaarman, qui complètent ce podium. Du côté de la course féminine, là ça a été un peu différent. On a Mavi Garcia qui est partie en échappée en fait dès le début de journée, qui avait jusqu'à 20 bornes de l'arrivée 3 minutes 30, et puis derrière vous avez Van Vleuten qui a fait une accélération vraiment de malade dans les derniers secteurs, et qui a réussi à revenir sur Mavi Garcia, et puis ensuite qui a réussi à dépasser Mavi Garcia, mais elle avait quasiment 5 minutes d'avance sur une coureuse comme Van Vleuten, puisque c'était sur un groupe avec les Trek Segafredo, dont Lisa Longo-Borghini qui était dans un deuxième groupe, et elle est revenue déjà Van Vleuten sur ce groupe-là, et puis ensuite elle a lâché ce groupe-là dans le Tolfay, et elle est revenue sur Mavi Garcia très rapidement, parce que Mavi Garcia n'avait plus d'essence dans le moteur. Je pense qu'elle ne s'est pas bien hydratée, ou voilà, elle a eu un moment vraiment un coup de bambou derrière la tête, et ça a été compliqué du côté de la course des filles, parce que pour une fois on va faire le débrief filles et garçons dans la même vidéo, et on commence tout de suite par le débrief des bleus. Du côté des bleus, ça a été un petit peu compliqué. Du côté des bleus, déjà on va commencer avec Juliette Labou et Jenny Duval qui ont abandonné. Evita Music, la française du Groupama FDJ, elle a fini 44e à 19 minutes 09. Très clairement, elles n'ont pas pesé sur la course. Les équipes françaises en général, du côté, l'équipe Groupama non plus, n'a pas vraiment pesé sur la course.
féminine, donc ça a été un petit peu compliqué. On va parler maintenant des garçons. On va commencer avec Julien Alaphilippe. Du côté des garçons aussi, ça a été compliqué pour les Français. On était sur 2 podiums d'affilée et là, ça a été beaucoup plus difficile pour les Français. Julien Alaphilippe, j'ai l'impression qu'il a eu un petit coup de chaud. De toute manière, il n'était pas dans un très grand jour. Quand on voyait, il a fait un coup d'accélérateur à 65-70 bornes de l'arrivée, mais ça n'a pas donné grand chose au final. Il n'était pas dans un grand jour et vous savez très bien que Julien Alaphilippe, on commence à le connaître pas mal, il n'aime pas le temps froid, mais quand il n'est pas dans un grand jour surtout, il est vraiment pas bien quoi. C'est-à-dire qu'il y a des coureurs, quand ils sont pas dans un grand jour, ils arrivent quand même à limiter la casse. Lui, non, pas du tout. C'est-à-dire quand il n'est pas dans un bon jour, voilà, c'est pas top. Et donc il a lâché à 53 bornes de l'arrivée. Je pense que c'est dû à la chaleur. Après, c'est mon avis. Il se peut que ça soit pour d'autres raisons, qu'il ne soit pas encore au top physiquement. Malgré tout, il va falloir qu'il soit prêt physiquement. Il va y avoir les classiques. On sait qu'il va être performant également sur le Tour des Flandres. Alors le Tour des Flandres, ça sera un peu plus tard cette saison, mais vous avez les classiques ardennaises également. Il va falloir quand même qu'il se mette en route très rapidement s'il veut être performant. Donc voilà, petite déception du côté de Alaphilippe qui finit, pour ceux qui veulent son classement, hop là, je repasse du côté des garçons, il finit 24e à 15,06. On peut pas dire que l'intersaison aussi a été extrêmement facile pour Julien Alaphilippe. Son père est mort, remue-ménage on va dire dans sa vie sentimentale, on va pas revenir dessus plus en profondeur. Il a quand même une saison l'année dernière très complexe à gérer au niveau gestion des médias. Le Paris-Nice avait déjà pas été exceptionnel, donc faudra voir sur la suite des courses s'il a réussi à se remettre vraiment dans le bain, Julien Alaphilippe. Mais voilà, il va devoir de toute manière améliorer les choses. Cyril Gauthier, ça a été compliqué également pour Cyril Gauthier qui finit, pour ceux qui se demandent, 37e, le coureur de BNB Hotel, Vital Concept, KTM, il y a des noms d'équipes, ça commence à devenir de plus en plus compliqué pour les sortir correctement. Cyril Gauthier, c'est un parcours qui pouvait lui convenir parce que ça a quand même été à une époque un grand puncher. C'est le problème de ce type de coureur, c'est qu'aujourd'hui il est quand même plus tout jeune, Cyril Gauthier, et qu'il n'a pas réussi à passer le cap. À un moment, on voyait en lui, je dirais pas un nouveau Thomas Vauclair, mais on voyait en lui un coureur qui était capable de faire des top 10 sur ce type de course, sur ce type de classique. Et puis je sais pas pourquoi, mais il n'a pas réussi à passer le cap, à accélérer le rythme, contrairement à d'autres coureurs, et il se retrouve un petit peu dans la panade aujourd'hui, Cyril Gauthier, c'est un petit peu dommage. La seule satisfaction, je dirais, du côté des Français, alors des Bleus, c'est-à-dire des Français ou des coureurs étrangers dans des équipes françaises, c'est Diego Rosa. Pourquoi ? Parce que 10e, le coureur de Arkea Samsic. Pourtant Arkea Samsic n'a pas mis une grosse équipe autour de lui, parce qu'il y a le Tour d'Occitanie où vous avez Warren Barguil par exemple. L'équipe est un peu éparpillée un peu partout. Et donc Diego Rosa qui a dû un petit peu se débrouiller seul, mais qui a fait une très très bonne course, le coureur italien, 10e à 7,45, c'est bien. Et puis surtout c'est intéressant parce que c'est un coureur qui est un très bon puncher, je pense, qui est un puncher qui a été recruté pour pouvoir jouer dans les classiques également chez Arkea, et qu'ils ne vont pas jouer simplement sur Quintana ou sur Warren Barguil. Voilà, ils ont également une carte Diego Rosa qu'il ne faut pas négliger du côté du coureur italien. On passe aux coureurs au top, du côté des coureurs et coureuses au top pour ce week-end, pour cette course. Du côté des filles, moi je commence par Van Vleuten, qui nous a fait encore un Niemiec Van Vleuten, une démonstration de force, elle nous a fait un tour de force quand même. Quand à 23-24 km de l'arrivée, tu as 5 minutes de retard, alors certes, Mavi Garcia a craqué, mais faut les reprendre, parce qu'au final, Mavi Garcia, on dit qu'elle a craqué, elle n'a pas craqué tant que ça. Vous avez Léa Thomas qui a eu un problème technique, qui finit 3e.
Van der Breggen finit à 2,05, Borghini à 2,11, 2,26 pour Marianne Vos. Donc en fait, toutes ces filles-là ont repris 1 minute au final sur Mavi Garcia, mais elle n'a pas complètement craqué, elle a plutôt bien géré son effort, même si elle a eu un petit coup de bambou derrière la tête, elle a plutôt bien géré son effort. C'est surtout que Van Vleuten a été au-dessus du lot. Et pourtant, c'était pas simple, parce que je la voyais physiquement, elle a souffert. Quand on voit, alors il faisait chaud en plus pour les filles, elles sont arrivées à 15h30, il faisait très chaud en Toscane, mais quand on voit de la sudation au niveau du dos, que le maillot est vraiment trempé au niveau du dos, c'est que parce qu'il était quasiment transparent le maillot au niveau du dos pour Annemiek van Vleuten, c'est que tu sens que voilà, elle s'est employée et qu'elle a souffert sur le vélo, que c'était pas si facile. On continue avec Mavi Garcia, très forte. Alors je connaissais pas trop cette fille du côté du cyclisme féminin, mais il semblerait qu'elle vienne du duathlon. Mais oui, elle a été très très forte. On lui a laissé quand même énormément d'avance. Je trouve que certaines équipes ont un peu... même n'importe quel clampin, quand il a 5 minutes d'avance, c'est compliqué d'aller chercher, ou quand il a 3,30 d'avance à 20 bornes de l'arrivée. C'est n'importe quel clampin, que ce soit un garçon ou une fille. En cyclisme, vous lui laissez beaucoup d'avance comme ça, c'est très complexe à rattraper. Et Mavi Garcia, en plus, elle a... Alors à un moment, on sentait qu'elle était vraiment dans le dur. Quand dans Tolfé, par exemple, elle est vraiment petit braquet, même les côtes d'avant, tu sens qu'elle est vraiment physiquement dans le dur. Mais ensuite, elle s'est plutôt bien refaite dans le final, et Van Vleuten a dû s'employer dans le dernier kilomètre. Cette arrivée d'ancienne pour vraiment aller chercher Mavi Garcia. Donc vraiment une très très bonne course de l'Espagnol. On continue et là maintenant on passe aux garçons. Je vais pas mettre d'affichage au final parce que sinon ça va prendre du temps à encoder. On passe avec Wout van Aert, vainqueur, le belge. Costaud, Wout van Aert, parce qu'il sort, il arrive déjà à suivre Fuglsang, parce que il a été intelligent, il sait qu'il est cyclo-crossman, qu'il a un talent pour bien faire des bonnes descentes, et dans la portion technique du Tolfé, il a fait la descente devant. Donc ça s'appelle de l'intelligence tactique, qui s'est pas trop découvert, contrairement par exemple à Bettiol qui a attaqué un peu tôt, ou même Charman qui saute un petit peu sur tout ce qui bougeait. Il a été intelligent dans sa manière de courir, et puis c'est une première grande course, grande classique. Il s'impose pour la première fois de grande classique. Il avait déjà remporté une étape du Tour de France, mais là c'est une grande classique. Un événement de la saison cycliste. Il l'a remporté désormais, Wout van Aert. C'est quelque chose qu'on ne pourra plus lui reprocher, on va dire, aux coureurs belges. Après, derrière, très très fort, il colle 30 secondes à Formolo quand même. Donc certes dans le final ça s'est regardé, mais il a été costaud. Et puis c'est quand même un coureur qui il y a un an était en centre de rééducation. Faut quand même l'avoir en tête. Donc le retour a été compliqué. Et lui, le confinement, ça lui a fait du bien pour revenir au top. Vraiment au top, parce qu'on avait des doutes. J'avais des doutes, c'est un peu comme Froome. On a des doutes quand un coureur a connu une chute telle, avec une entaille assez sévère dans la cuisse. On se demande s'il peut revenir au top niveau. Quand n'importe quel coureur cycliste a de toute manière une fracture au niveau des jambes ou une grosse blessure au niveau des jambes, on a toujours des doutes sur sa possibilité à revenir au niveau. Et lui, il vient de me démontrer qu'il avait réussi à le faire. Donc très très belle victoire de Wout van Aert, qui continue comme ça. C'est peut-être 2020 l'année Wout van Aert. Et puis on continue avec Formolo, Davide Formolo, le coureur de UAE, Team Emirates. Davide Formolo, c'était sa première participation. C'est étonnant, mais cette course reste quand même une épreuve qui peut se remporter, où vous pouvez être très performant dès votre première participation. Romain Bardet, Kwiatkowski, Julien Alaphilippe ont tous été très performants dès leur première participation. Ça a été le cas pour Davide Formolo. Ce qui montre également que c'est un coureur qui est quand même champion d'Italie, mais qui pourrait être plus intéressant dans les classiques. C'est un coureur qui, je pense, ne se met pas encore assez en avant comme leader dans son équipe, alors que pourtant il commence à avoir un bon palmarès. C'est un coureur qui, chez UAE, pourrait prendre vraiment de l'envergure, même si l'effectif de UAE est très fort, avec des mecs comme Gaviria, comme Pogacar. Mais là, aujourd'hui, Pogacar, il n'a pas existé, alors que Formolo, il a été là.
Donc c'est un coureur qui, je pense, est très fort sur ce type de parcours classique. L'Amstel, c'est des parcours qui doivent lui convenir très fort. Et puis de toute manière, c'est un coureur qui aime quand les courses sont difficiles parce qu'il a été champion d'Italie. Quand vous êtes champion national, c'est que vous aimez les courses difficiles, hein, parce qu'il y a peu de titres de champion national qui se déroulent sur un parcours plat et qui dure 150 km. Donc Davide Formolo, voilà, très fort de la part du coureur italien. Et puis on termine avec Bettiol. Bettiol qui finit quatrième, qui a été peut-être un peu présomptueux, c'est un peu comme Sharman, ces deux coureurs qui ont peut-être été un peu présomptueux au niveau de leur force, mais il est sorti plutôt fort, et puis ça montre qu'il est en forme, et Bettiol on l'attend également sur les classiques flandriennes, on l'attend sur ce type de parcours, et nous montrer qu'il est déjà quatrième alors que les classiques flandriennes font plus tard dans la saison. Je pense qu'il n'est pas au top de sa forme, très clairement Bettiol, et ben c'est plutôt très intéressant sur ce qui va venir après. Il nous montre également qu'il a un talent de puncher, ça c'est indéniable, c'est pas simplement un coureur de classique flandrienne, je pense que c'est un coureur qui peut également peut-être s'exprimer sur certaines Ardennaises, je pense notamment à l'Amstel Gold Race. Mais voilà, il a fait vraiment un très très bon parcours. Il commence aussi à prendre vraiment de l'ampleur, parce que l'année dernière, c'est vrai que sa victoire sur le Tour des Flandres, bon, je dirais pas qu'elle menait un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais pas loin. C'est-à-dire qu'on voilà, s'attendait pas forcément à ça du côté de ce coureur-là. Du côté là, depuis cette victoire, on sent que ça a débloqué quelque chose. C'est un coureur qui est quand même régulièrement aux avant-postes sur la plupart des courses. Là, de le voir en forme, en plus, c'est intéressant. Je rappelle que la semaine prochaine, c'est Milan-San Remo. Je pense que j'aurai beaucoup de mal à faire le débrief de Milan-San Remo vu mon planning là sur le mois d'août. Donc voilà, peut-être qu'il faudra regarder la course, voilà, tout simplement. Mais du côté de Bettiol, très très bonne course et très bon parcours. On passe au bonnet d'âne. Du côté des filles, je commence par Van Dijk. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup roulé pour elle et pour après elle a beaucoup roulé aussi pour Elisa Longo Borghini aussi après derrière, mais on roulait pour les deux et on a senti assez vite qu'elle n'était pas dans un très très grand jour. Hélène Van Dijk elle finit simplement 17ème à 6,43. J'ai été un peu déçu de toute manière par la stratégie globale des Trek Segafredo parce qu'elles étaient en surnombre et elles n'en ont absolument pas profité quand Van Vleuten est sorti. Les filles ont complètement disparu du côté de chez Trek et de toute manière même Lisa Longo Borghini finit 5e. C'est quand même relativement décevant vu que les équipières ont énormément travaillé, que l'équipe était plutôt solide autour de ses concurrentes. C'est vrai que là, Van Dijk, bon, je trouve que c'est une fille qui normalement est un peu mieux, mais encore une fois, il faut aussi relativiser. Quand je dis bonnet d'âne, il faut relativiser sur le fait que on est sur une saison qui est quand même très particulière et sur les états de forme, ça a vraiment pas été évident à gérer pour tous les concurrents, les concurrentes, et c'est un petit peu normal qu'il y ait des gens qui se plantent sur cette saison. Je continue également avec Chantal Blaak. Et on pourrait dire l'équipe Bols parce que 4 est pour Van der Breggen, 9 pour Carole Canuel, mais Chantal Blaak qui finit à 29e. Chantal Blaak, elle a jamais vraiment été dans le coup, donc ça a été un peu difficile pour la concurrente néerlandaise. Et puis du côté des garçons, Van der Poel, coup de chaud, et puis de toute façon Van der Poel, on s'aperçoit quand même que quand les conditions sont très difficiles, que ça soit au championnat du monde l'année dernière, il a un peu du mal, je trouve. C'est un coureur qui aime peut-être un petit confort climatique. Mais l'année dernière, elle avait complètement explosé. Là, pareil, il a aussi complètement explosé. Alors, c'est peut-être un coureur qui a du mal à gérer le fait de bien boire, de bien manger pendant toute une épreuve cycliste. Parce que là, c'était un coup de fringale encore qui nous a fait Van der Poel vu de sa tête. Et puis un gros coup de fringale, un petit peu comme l'année dernière au championnat du monde, où il avait complètement explosé. Je pense que c'est un coureur qui doit travailler vraiment sur la nutrition, sur cet aspect-là. Parce qu'on ne gagne pas une course si on ne se mange pas bien, si on boit pas suffisamment. Et là, ça s'est complètement vu avec le coureur néerlandais qui a manqué de réflexion dans ce domaine. Et puis on continue avec Rui Costa. Pourquoi Rui Costa ? Parce que c'est un coureur de classique techniquement, c'est pour ça qu'il a été payé chez UAE. Et il finit derrière Formolo. Et que c'est un coureur qui commence à devenir de plus en plus insignifiant dans son équipe malgré son gros salaire. C'est depuis combien d'années
que Rui Costa n'a pas remporté une grande course. Et oui, ça commence à faire. C'est-à-dire du coureur qui était ultra prometteur. On se souvient tous du Tour 2013 où il remporte deux courses en échappée. Et puis derrière, champion du monde. En battant Valverde. C'était... c'était qui l'autre coureur? C'était Joaquim Rodriguez, voilà. Depuis, Rui Costa, on ne l'a pas vu. Hein. Ça fait depuis 3 ans, 4 ans. Alors, il est top 15, top 20 sur certaines classiques, mais souvent, il est quand même très décevant. Bah, là, ça continue. C'est quand même un style de course qui lui convient. Ensuite, je sais que Rui Costa, c'est quand même un coureur qui supporte normalement très bien les fortes chaleurs. Là, on l'a pas vu de la course. Il finit dans le même groupe que Simon Pelot, qui pourtant a passé toute la journée en échappée, le coureur d'Androni Giocattoli. Donc, c'est vraiment décevant pour le coureur portugais. Et puis, on finit avec Jakob Fuglsang. Alors, vous allez me dire, je suis sévère, il finit 5e. Oui, mais c'était quand même le plus fort et il en a trop fait. Déjà, bon, quand tu es fort à 50 bornes de l'arrivée, t'arrives à sortir seul. Il sort pas seul. Alors là, tu te dis déjà, tout le monde va se lier contre lui. Il a de la chance quand même, un cul phénoménal à ce moment-là. Jakob Fuglsang, c'est que Bettiol, Charman et même Formolo ne l'ont absolument, n'ont pas tenté de le contrer directement ou de lui faire la misère dans le groupe ou de passer aucun relais. C'est-à-dire que même Van Avermaet, à un moment il a passé des relais, c'est vraiment quand il en pouvait plus qu'il passait plus de relais, mais je dirais qu'ils ont tous passé des relais avec lui. Même quand Bettiol a attaqué, Formolo et Charman ont roulé. Parce qu'il a eu un cul formidable. Et derrière, bah, il en a trop fait parce que c'était le plus fort, mais il a montré à tout le monde qu'il était le plus fort. Et puis, à un moment, il s'est cramé, juste physiquement. Surtout dans ces conditions-là. On était sur la première course de la saison. Enfin, la première course de cette reprise depuis le déconfinement. Donc on sait que dans ce genre de situation, quand vous êtes dans une phase de reprise, eh ben, vous pouvez avoir des variations de niveau en une demi-heure qui viennent de je suis super à je suis au fond du trou à je suis de nouveau super. Là, c'est pas vraiment linéaire la courbe de forme. Et là, bah, il l'a pris en pleine gueule, notre ami Fuglsang. En plus, avec les fortes chaleurs, vous pouvez aussi avoir ce phénomène-là qui arrive. Et bah, là, il se l'est pris quand même directement. Et c'est pas la première fois où il fait... preuve de manque de réflexion tactique. Jakob Fuglsang, c'est pas la première fois, on l'a déjà vu plusieurs fois rater des coups tactiques parce que un peu trop présomptueux de ses forces, parce que mauvais placement, parce que plein de choses. Par exemple, Liège-Bastogne-Liège, l'année dernière, il a failli tout perdre pour une erreur. C'est un coureur qui manque, je pense, de concentration à certains moments et il fait des erreurs tactiques parce qu'il réfléchit pas assez. Et c'est là-dessus où il doit travailler parce que l'année dernière, quand il chute sur le Tour de France, c'est une chute complètement conne. Sur Liège-Bastogne-Liège, il est à 2 doigts de chuter alors qu'il est seul au monde. Sur l'Amstel, face à Alaphilippe, enfin, il joue à celui qui sera le plus con quand même. Et c'est pour ça que Van Der Poel s'impose. Et même sur l'Estrade Bianche l'année dernière, il avait roulé beaucoup trop. Je crois me rappeler. Il avait roulé énormément avec Alaphilippe. Il en avait fait énormément. Donc c'est un coureur qui manque de jugeote, qui manque d'intelligence. Et ça lui a déjà coûté pas mal de bons résultats et ça peut continuer encore. Aujourd'hui, c'est un coureur qui, je pense, est capable de jouer les grands tours et de jouer les classiques. Parce qu'il a la puissance pour jouer les classiques et qu'il a la faculté à être bon, très bon en montagne et à être bon sur le contre-la-montre et à être pas mauvais en récupération. Mais le problème, c'est qu'il manque d'intelligence de course. Et là, aujourd'hui, ça lui coûte de nombreuses courses. Bon, j'espère que vous avez aimé cette course. On va essayer de faire le débrief du Tour du Burgos, mais je vous promets absolument rien. Il y aura foncièrement sur la chaîne débrief F1, F2, F3. Là, d'ici les jours à venir, parce que je vais pas m'occuper entièrement de la mise en ligne, donc voilà, ça va être un petit peu compliqué, ça va être touchy. J'espère que sinon vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao.